ce qui va avec la notion de culture data hétérogène dans l'entreprise, voire insuffisante, et toujours dans les difficultés pointées par l'architecte, une disponibilité insuffisante des métiers. Tout ça, donc ça c'est une vision un petit peu critique, hein, et des difficultés sur ces activités propres de l'architecte pour être avec ce manque d'investissement des métiers, des difficultés pour être au clair sur le cycle de la vie de la donnée, pour maîtriser l'articulation entre les référentiels, pour garantir l'alignement de la stratégie data sur la stratégie métier, et de manière générale, intégrer la dimension valorisation des data dans les projets. Donc tout ça, c'est un peu une liste au Père Noël de difficultés rencontrées par l'architecte et des problèmes qu'il voudrait voir résolus, voire se résoudre. Et ce qu'on s'est dit quasiment depuis la première séance avec Daniel, c'est qu'on comprenait bien quelles étaient les attentes de l'architecte, mais qu'on était beaucoup moins au clair sur les attentes des autres acteurs vis-à-vis de l'architecte. Et donc, c'est un peu autour de ça que tourne la session d'aujourd'hui. Quels sont les besoins? Il y a des acteurs qui sont côté IT aussi, hein, pour l'architecte. Là, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur des acteurs côté métier, avec deux typologies, des typologies d'acteurs dits utilisateurs ou consommateurs de la donnée, et une typologie de type prescripteur. Du coup, j'enchaîne sur cet ordre du jour. On va commencer par une présentation d'Harmonie Mutuelle avec Juliette Frédérix, qui est Master Data Manager, et Nicolas Remes, qui est architecte d'entreprise, qui participe à notre groupe de travail d'ailleurs. Ensuite, on a une présentation de la Banque Postale et en particulier de Hélène Hamon, qui est directrice Data Science et CRM. On fera une petite pause et après la pause, on fera une présentation. Il y aura la présentation SNCF, hein, donc effectivement SNCF Réseau pour être précis, avec là aussi un binôme d'intervention, Stéphane de Paris, qui est Chief Data Officer sur SNCF Réseau, et Gilles de Sagne, architecte d'entreprise. Je pense passer directement la main à Harmonie Mutuelle. Bonjour à tous, je suis Nicolas Rem, donc architecte d'entreprise en sein d'Harmonie Mutuelle. Ok, et moi je suis Juliette Frédéric, je suis Master Data Manager chez Harmonie aussi. Donc dans l'idée, ce que l'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'était un point sur la stratégie donnée. À l'époque, il me semble qu'Emeline Marcoux, avec Mathieu Coutinho, vous avez présenté la stratégie donnée, je parle de 2007-2018 de mémoire d'Harmonie Mutuelle. Vous verrez, il y a pas mal de mises à jour. Effectivement, c'était sur le même créneau, le mardi de l'Urba de septembre 2018. Ben voilà, qui est hébergé à l'époque à BNP, chez BNP Paribas. Donc, on fête les 2 ans d'anniversaire par une remise à niveau. Donc, voilà, dans l'idée, on va faire un petit focus quand même d'Harmonie Mutuelle au sein du groupe Vive sur notre plan de transformation qui avait été lancé. La stratégie de sortie CRM, je ne sais pas si elle avait été qui drive pas mal de projets et qui tire pas mal de refontes, notamment de tous nos sujets de gestion de référentiel. Et puis après, un focus vraiment sur la stratégie donnée, comment elle fonctionne, drivé par la RGPD, mais aussi par des classifications au sein des données de santé et nos initiatives autour du Data Lab. Du coup, Harmonie Mutuelle, vous la connaissez, je pense, notre entreprise. Nous sommes première mutuelle de France. On a été créé en 2013, mais on a une histoire beaucoup plus ancienne. C'est une succession de fusions de 1500 mutuelles depuis les années 50. Et du coup, nous avons à peu près 5 millions de personnes protégées et nous couvrons à la fois les entreprises et les particuliers. Donc, comme je vous disais, à peu près 5 millions de personnes protégées, 4,6 précisément, 60 000 entreprises. Nous avons 4 547 collaborateurs et 1708. Les chiffres intéressants, c'est plutôt au niveau de l'IT pour vous. 362 collaborateurs IT avec 140 applications métiers en service, 16 API ouvertes sur le SI et 175 000 téléchargements de notre application Harmonie et moi, qui est l'application phare en ce moment à destination non assurée. Ensuite, on va vous parler un peu du groupe Vive, qui est donc le groupe dont nous faisons partie. Oui, tout à fait. Alors, le groupe Vive est né d'une volonté de rapprocher plusieurs acteurs du marché, plus particulièrement Harmonie Mutuelle et la Mutuelle Générale d'Éducation nationale, ainsi que d'autres entités. On parle de la Mutuelle nationale territoriale, la MGFI, HFP et Agrumes, pour lancer une dynamique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un marché, je vais y venir sur le plan de transformation un peu tout à l'heure, d'Horizon 2020, mais c'est un marché qui se structure, qui se concentre, le marché des mutuelles, qui fait face à une situation économique qui est assez qui se dégrade, sans parler même de la crise sanitaire que nous vivons
actuellement, mais qui se dégrade et qui fait qu'il y a quand même un enjeu de pérennisation de ce monde mutualiste, ce qui fait que beaucoup de groupes mutualistes se créent. Donc le groupe Vive s'est créé maintenant en septembre 2017 avec des premières initiatives courant 2018 qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Ça permet d'avoir un enjeu d'échelle en réalité, puisque nous sommes le premier groupe maintenant assureur en santé, un groupe qui fait presque 35 000 collaborateurs, avec un enjeu opérationnel qui n'était pas forcément traité de l'optique des mutuelles, un enjeu opérationnel avec des structures de soins en France de près d'un millier d'établissements de soins et de services. Ça fait le lien avec la nécessité de se transformer, et notre plan de transformation que l'on a nommé Horizon 2020. Donc l'Horizon 2020, c'est un programme qui a été mis en ébauche d'un plan d'amélioration de la performance autour de 2013 qui, sur 4 ans, a décliné ce qu'on appelle une stratégie opérationnelle pour définir de grands axes de transformation et notamment répondre à des enjeux de notre environnement qui challengent énormément le monde des mutuelles. C'est pour ça que je parlais de concentration en crue, de concurrence beaucoup plus forte. Il y a les grands enjeux auxquels on fait face, évidemment, la pérennisation. La pertinence, on se pose la question de la pertinence de ce modèle mutualiste. Le multimétier, aujourd'hui, face au tsunami réglementaire auquel on fait face, il y a de vrais enjeux d'ouverture sur du multimétier et non plus de se de se concentrer uniquement sur la santé, ce qui fait on s'attire vers du modèle de producteur-distributeur avec d'autres entités du groupe vives ou pas, avec évidemment une accélération de la publication de nos données au travers d'API, avec une accélération de ces transformations digitales. Ça tire aussi le levier technologique qui sont avec une approche beaucoup plus orientée client. Quels sont les services que l'on peut apporter, quels sont les moyens d'accélérer notre capacité aussi à vendre, quoi qu'on dise. Et enfin, des enjeux humains, d'évolution de compétences, d'évolution des organisations, à la fois géographiques comme à la fois managériales, qui permettent d'avoir de ressources nouvelles sur des initiatives autour de la recherche et développement, sur l'architecture, par exemple, pour prêcher pour ma paroisse. Donc globalement, si je devais résumer, je vais vous le faire à une synthèse assez courte, puisqu'on n'est pas forcément là pour faire ce focus, mais ça drive tout le reste. La nécessité de se transformer est liée à une situation économique qui se dégrade, que ce soit via des transitions démographiques et épidémiologiques, comme on en parle, la transition écologique, environnementale. Il y a de nouvelles trajectoires de vie, de formes de précarité ou de fragilité qui se présentent à nous. Et tout ça, aujourd'hui, la tradition santé telle qu'on la couvre n'est plus suffisante comme réponse. On fait face aussi à un tsunami réglementaire qui fait que, quand on dit tsunami réglementaire, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais des lois autour de la solvabilité 2, autour de la généralisation des couvertures santé collectives pour les salariés, la directive des assurances, la loi consommation avec la lisibilité des offres et garanties. Je vous le reste à charge zéro, la disparition du régime des indépendants, etc., etc. Tout ça fait que globalement, on est confronté 3-4 fois par an à une loi qui vient changer notre modèle économique. Donc pas mal bousculé, ce qui nous oblige aujourd'hui à nous orienter vers ce qu'on appelle le multimétier. Et aussi cette digitalisation de l'expérience client avec la mise à disposition de nouveaux services à nos utilisateurs. Donc il y a 8 leviers de transformation qui vous sont présentés là. Il faut savoir que 2020 est une année de bilan pour la mise en place d'un modèle opérationnel cible sur de 2022. Globalement, en termes de réussite, on a sur la digitalisation de l'expérience client, il y a un vrai plus aujourd'hui en termes de mise à disposition de services autour du remboursement en ligne, d'un simulateur de reste à charge, de la dématérialisation un peu globale de notre relation client. Il faut savoir qu'il y a aussi de vraies réussites sur la partie mise à disposition d'une offre couplée santé-prévoyance. Des produits d'épargne retraite aujourd'hui, donc sur le multimétier, se sont ouverts. Voilà, de gros leviers de transformation qui font que le client, et vous allez voir, ça a un sens avec ce que je vais vous présenter tout à l'heure, le client est désormais au sens de notre conception du SI. Et donc la plateforme digitale qui va être construite va devoir se faire autour du client. C'est pour ça que je veux vous présenter justement notre stratégie de sortie CRM, donc,
qu'on appelle le programme Carlo, et sa gestion de référentiel cible, et plus particulièrement celui du client. Côté Harmonie Mutuelle, nous avions depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait depuis fin des années 2000, la GRC, le CRM Cybelle, qui était leader du marché au moment de son acquisition, mais qui n'est plus aujourd'hui très performant, qui nécessite des coûts importants en termes d'évolution, que ce soit pour couvrir les dettes logicielles ou les dettes fonctionnelles. C'est un vrai coût important en termes de support intégration, et puis on n'était plus dans la stratégie Oracle en termes de progicialisation, je vais y arriver, de ces outillages, de ces solutions. Elle avait quand même certaines forces, au-delà de la stabilité de sa robustesse. Elle avait une vraie performance qui, malgré la lourdeur des fonctionnalités implémentées, répondait aux attentes, et l'entreprise connaissait la technologie. Donc il a été décidé, je ne veux pas dire de bêtises, c'était mes prédécesseurs au sein de l'architecture d'entreprise qui avaient mené avec brio cette étude, mais qui a été décidé donc fin 2018 de décommissionner le GRC et surtout de ne pas le remplacer par un autre CRM. On aurait pu se dire, tiens, la solution idoine serait un passage vers du Salesforce ou peut-être du Dynamics ou d'autres solutions un peu. Et il a été décidé de dire non, on va faire vivre nos applications métiers, faire grandir nos applications métiers existantes en leur ajoutant les fonctionnalités qui étaient dans Cybelle. Notamment pour se permettre d'être à jour technologiquement, nos applications développées en interne sont à jour selon nos standards, qui permet aussi une évolutivité plus aisée, tant fonctionnelle que technologique, qui va nous permettre de maîtriser en fait notre structure RH autour des devs et autour des équipes projet, c'est-à-dire que vous allez, dans cette démarche best of breed, fonctionnaliser un petit peu les évolutions, ce qui fait qu'on va avoir des métiers qui vont s'appliquer un peu plus sur la conception, qu'elle soit applicative, données, des référentiels par exemple, mais aussi des fonctionnalités, et qui va juste se concentrer sur la fonctionnalité à développer et non pas sur le logiciel dans lequel il faut faire rentrer la fonctionnalité. Ce qui l'aligne avec nos orientations stratégiques, évidemment. Tout cela pour faire rentrer ce programme de transformation. Vous allez voir pourquoi cette étude a abouti à un programme. Elle couvre 5 grands axes de transformation de notre SI, notamment un axe d'omnicanalité digitale et temps réel, ce qui n'était pas forcément le cas avec une GRC qui absorbait beaucoup de batch, qui était très orienté batch. Un SI orienté données et faciliter leur valorisation. Vous allez voir pourquoi, et Juliette va rentrer dans les détails, pourquoi ce projet a tiré ce SI orienté données et qui permet ces valorisations. Aussi permettre d'accélérer le multimétier et l'interopérabilité de notre SI. Une GRC qui était construite dans un contexte très santé, qui avait du mal à évoluer fonctionnellement pour accepter des clients venus d'autres horizons, et qui permet évidemment, dans nos axes de transformation, une gouvernance de notre SI agile, anticipée, maîtrisée et sécurisée. Et enfin, une efficience opérationnelle par notre maîtrise des coûts d'exploitation et de fabrication, c'est-à-dire pas de coûts de logiciel et des standards maison que l'on déployait à volonté. Je parlais tout à l'heure du programme Carlo. Alors, le slide est un peu ancien, mais il représente assez facilement les fonctionnalités réparties sur notre poste. Vous voyez, globalement, il y avait, je ne veux pas dire de bêtises, mais presque 200 fonctionnalités déployées dans Cybelle autour de la gestion des référentiels. Je ne sais pas si vous voyez mon mulot, mais c'est autour de la gestion de référentiels PP, PM, autour de fonctionnalités de relations clients, que ce soit marketing, que ce soit relations clients pures, du pilotage d'activité. Et donc tout ça faisait de la distribution, de la contractualisation. Aujourd'hui, toute notre souscription individuelle passait par le CRM. Tout ça, il a fallu se dire, tiens, on va réorienter ces fonctionnalités vers des applications cibles, développées plutôt en interne et faites, on parle entre architectes, mais pour ces zones ou voire même pour ces quartiers fonctionnels. Donc c'est pour cela qu'il y aura bien un écosystème qu'on appelle Symfony, qui est notre SI de vente, de distribution, de souscription, un écosystème de gestion de référentiel personnes, un écosystème de gestion de référentiel produits-services, tout ça développé sur nos outils. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais on a pris fonctionnalité par fonctionnalité et on les a distribuées
sur les systèmes applicatifs, les solutions applicatives développées en interne via des technologies maîtrisées en interne, via des processus, projets agiles ou pas d'ailleurs, hein, mais maîtrisés en interne qui permettent derrière de mobiliser plus les ressources humaines et de plus s'attacher à la conception d'une application, à sa modélisation, qu'à essayer de faire rentrer une fonction, une ambition ou une initiative dans un logiciel. Donc, globalement, c'est pour vous dire à peu près ce que ça représente ici en termes de développement par filière. Ça, c'est pas forcément, ça va pas vous parler forcément. Mais globalement, vous avez des filières de développement. Vous avez 4 filières de développement qui interviennent sur le projet. Une filière de développement étant une direction études regroupant des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre au sein d'Harmonie Mutuelle qui vont se répartir cette mise en œuvre. Vous voyez 200 fonctionnalités, 4 filières de développement qui peuvent intervenir. Donc, c'est pour cela qu'il y a une logique de programme de sortie de Cybelle. Vous avez derrière à peu près entre 60 et 70 projets qui sont impactés dans notre portefeuille projet, qui sont impactés par ce programme. Avec un vrai enjeu, vous pouvez voir ici, sur la gestion de référentiel, qui était positionné dans Cybelle, enfin dans notre GRC, par défaut un petit peu, historiquement. Cela donne la plateforme, celle qu'on appelle plateforme digitale intégrée, cible. Vous voyez ici toutes nos fonctionnalités, appelons-les comme ça, nos regroupements d'applicatifs qui gèrent des fonctionnalités, qui s'exposent au travers de flux, plutôt temps réel, omnicanal, qui s'orientent vers du multimétier, parce que vous voyez, on peut maintenant héberger des contrats santé, des contrats prévoyance, des contrats épargne retraite. Les processus sont tous industrialisés dans ce qu'on appelle, nous, notre moteur de BPM, qui est basé sur des technologies TIPCO, c'est notre projet ACDC, qui vont mettre à jour des systèmes de gestion de back-office au travers de robots qui automatisent les transactions, qui étaient une action effectuée par des gestionnaires à la main jusqu'ici, avec des portails collaborateurs dédiés à exposer ces fonctions, pilotés par les processus. Donc, on parle d'Avisé, c'est un portail collaborateur pour la gestion de la relation client. Symfony, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un portail pour les commerciaux. Donc, vous voyez bien, on a séparé un petit peu les deux usages, gestion de la relation client, SI souscripteur, SI de vente, avec des espaces, une application digitale qui se connecte sur les mêmes processus que ceux qui sont exposés sur les fronts collaborateurs, et avec des outils qui gèrent les communications de campagne, de gestion de campagne, la gestion des courriers qui sont dématérialisés, un outil de gestion de campagne, d'appels téléphoniques et de SVI. Et tout ça, c'est via des flux qui passent par les mêmes processus métiers. Mais vous voyez bien, alors évidemment, Cybelle ne gérait pas toute cette partie, mais Cybelle gérait une partie de toutes les fonctionnalités que vous voyez sur cette plateforme digitale. Et c'est dans ce sens aussi que l'on a essayé de se projeter. Donc un petit focus sur le référentiel. J'en ai parlé tout à l'heure, et Juliette va rentrer dans les détails de cette conception et du travail qu'il y a derrière. Globalement, il y avait 3 référentiels qui étaient gérés dans la GRC. Alors, est-ce qu'ils étaient gérés ou est-ce qu'ils étaient de fait à cet endroit? Il y avait des fonctionnalités de gestion de données de référence, mais pas forcément tout, ou pas forcément parce que c'était la gestion de référence, mais parce que tout simplement il fallait mettre de la qualité de données sur des adresses qui rentraient dans la GRC. Aujourd'hui, on a mis en œuvre plusieurs référentiels, typologies de référentiels, au travers de 3 technologies, ou du moins 3 applicatifs cibles. Donc, toutes les référentiels qui concernent ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la relation client, seront hébergés au sein de ce qu'on appelle, nous, le Data Hub, exposé au travers d'une API client en synchrone, c'est les personnes et l'organisation. Par contre, toute la partie référentielle, des propositions, des opportunités, donc là, on est bien sur la partie SI de vente réelle, affaires, suivi des affaires, etc. Donc, va dans le programme de refonte des applications du SI de vente. Donc, c'est bien le Symfony qui va les héberger ces applications et ces référentiels et les consentements. Donc, ça, Juliette va vous faire un focus dans le slide suivant, qui drive au travers du projet Accord la gestion des référentiels et du référentiel et consentement d'une personne.
il faut savoir que ça a changé un peu le paradigme d'exigence, de gestion des exigences et d'expression de besoins, dans le sens où maintenant on ne va plus dire j'avais tel formulaire dans Cybele, je veux telle évolution à telle page. On va modéliser plus proprement. On va d'abord dire quel est le processus métier que je dois faire vivre, que je dois faire évoluer. Donc là, on parlait tout à l'heure dans la plateforme digitale de cette partie ACDC. Quel référentiel de données ça peut impacter? Par exemple, je ne sais pas, le référentiel de personnes physiques et, et dans quel écran je veux l'afficher. Et là, ça peut être par exemple un portail client et le portail collaborateur. Et ce modèle un petit peu d'expression de besoin nécessite pas mal d'accompagnement au changement, puisqu'avant c'était très monolithe comme système d'information. Et donc, on essaye d'utiliser, et là c'est Juliette qui pourra vous en parler le mieux, la donnée comme un facilitateur, la modélisation de la donnée comme un facilitateur de ces expressions de besoin. Voilà un petit peu pourquoi je considère que ce programme Carlo est un vrai accélérateur plus que driver, mais un accélérateur de la mise en œuvre d'un écosystème data, d'une vulgarisation data au sein des projets SI, au sein d'Harmonie Mutuelle. Oui, tout à fait, Nicolas. Donc, on va parler un peu plus gouvernance de données et data et projet data liés à tout ce qu'on a vu avant et au projet Carlo. Donc, sur la gouvernance de données chez Harmonie Mutuelle, alors c'est déjà une organisation, c'est un petit assez classique, je pense, pour vous tous, autour d'un data DPO, un Chief Data Officer, des data owners et des data stewards, data owners qui vont être plutôt propriétaires de la donnée, responsables un petit peu de la partie fonctionnelle du domaine fonctionnel. Les data stewards, eux, qui auront en charge d'être garants de l'application des règles qu'on aura posées sur ces données et de les administrer. Et puis un master data manager, en l'occurrence moi, qui coordonne un peu la gouvernance de données. Il fait aussi le lien avec différents acteurs, à la fois métiers, à la fois des équipes projets et nos amis de l'urbanisation. Et du coup, en face, on a un outillage à disposition, une cartographie quand même déjà bien complète, à la fois des données, à la fois des flux et des applications qui sont très liées entre elles, qui nous permet déjà d'avoir un premier niveau de connaissance assez fin de notre SI et un data hub en construction qui va permettre de proposer un dictionnaire de données fin, comme on en parle un peu, de l'ensemble de nos données. Et en face, un data lab qui va permettre à nos data science de faire de l'exploration, de pouvoir mettre à disposition des reportings et de valoriser toutes ces données. Pour articuler tout ça, on se base évidemment sur la réglementation, notamment le RGPD qui nous a obligés à mettre en œuvre un certain nombre de nouvelles pratiques. On a aussi une dynamique l'année dernière autour de la mise en œuvre d'une charte éthique sur l'usage des données qu'on fait de nos assurés. Ça s'appelle le programme Vos données ont la parole et du coup Harmonie s'est engagé très fortement à faire cet usage éthique des données, à exposer clairement ce qu'on en fait et du coup on essaye de s'y appliquer, de l'appliquer de plus en plus dans toutes les démarches projets qu'on a autour. Bon, les bénéfices, vous les connaissez tous déjà hein, sur l'implication d'une bonne gouvernance de données. Je vais pas revenir dessus. Du coup, je vais faire un focus sur la partie RGPD et la mise en œuvre des sujets consentement. C'est un gros projet data de notre côté cette année. Comme vous disait Nicolas, la partie entre guillemets consentement était gérée à préalable dans Cybele et n'était pas conforme du tout à la réglementation, soyons très clairs. On se basait uniquement sur des canaux de communication, il n'y avait pas de date début ou fin, il n'y avait pas de traces de preuves, voilà, donc c'était pas du tout conforme. Et du coup, on s'est mis en chantier courant 2018 et une bonne partie de l'année dernière pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Alors, il y a eu plusieurs phases. On a déjà, dans un premier temps, étudié des solutions du marché pour finalement s'orienter un peu comme pour le reste du programme Carlo, vers une solution internalisée avec autour de nos briques applicatives. Donc le consentement et le projet Accord est inséré au sein du Data Hub et articulé autour de nos autres briques applicatives que vous en présentez Nicolas un petit peu avant, NP6, Avisé et tous ces éléments-là. En parallèle de ce projet de mise en œuvre de consentement, donc avoir un consentement éclairé pour nos assurés à tout temps, et avoir une trace du consentement
fiable, valide, pertinente. C'était vraiment les éléments majeurs dont nous avions besoin. On a aussi pensé à une solution automatisée et qui réponde vraiment à la réglementation, c'est-à-dire qui permettra de redemander les consentements quand ils arriveront à échéance en automatique et ne plus contacter les personnes qui ne redonnent pas leur consentement définitivement. Voilà, donc ça, c'est pour rester aussi en phase avec cette orientation de vos données dans la parole et de la charte que nous avons signée avec nos élus pour être vraiment dans un usage très clair et très éthique de leurs données sur ces données. Donc pour construire ce modèle du projet consentement sur le projet accord, l'équipe Urba nous a accompagnés pour pouvoir construire les différents flux et réfléchir à la bonne tout simplement la bonne architecture à mettre en œuvre, donc sur la partie consentement pur. Et en parallèle, on a aussi mis en œuvre la partie consentement sur tous nos sites web avec la gestion des cookies. Donc là, c'était plutôt utiliser une solution du marché. Pour vous la citer, c'est Commanders Act. Je pense que beaucoup d'entreprises ont fait appel à eux. Et ça permet du coup d'être en conformité sur la partie web. Donc sur la partie web, l'urbanisation a eu un petit peu moins à nous accompagner, puisque là on est un peu décorrélé du reste du SI. En revanche, on est toujours très vigilant quant aux data qui transitent dans nos cookies web et vers les différents partenaires avec qui on travaille sur les cookies. Mais voilà, sur l'écosystème, sur les consentements, l'ensemble des choses qui ont été mises en œuvre cette année ou qui sont en train d'être finies, de mettre en œuvre cette année précisément, et qui vont permettre vraiment d'être très vigilants sur nos data, d'être conformes et qui rentrent complètement dans la dynamique d'harmonie, de mettre l'accent sur la valorisation des données et l'éthique en même temps. Un autre projet de cette année, c'est la certification HDS d'Harmonie Mutuelle. Donc, on voudrait devenir hébergeur de données de santé. On est en train de se faire certifier. Et du coup, pour pouvoir le faire, tout simplement, il faut être capable de savoir où sont nos données de santé. Ce qui n'est peut-être pas toujours si évident que ça, parce qu'elles peuvent être des natures comme très hétérogènes. Du coup, on a eu plusieurs ateliers pour pouvoir réaffirmer repréciser notre cartographie de données pour pouvoir repréciser ces données de santé. Alors, à l'heure actuelle, notre cartographie n'allait pas à un niveau si fin, ne précisait pas si une donnée était de type données de santé ou données sensibles. On avait déjà fait le travail pour les données personnelles, mais pas plus bas. Donc, on a, dans un premier temps, avec les SSI, les URBA, le DPO, fait des ateliers pour identifier les différentes typologies de données de l'entreprise, créer une nouvelle catégorisation, savoir où on allait les catégoriser et comment. On s'est appuyé sur notre cartographie applicative pour pouvoir commencer à aller voir les différentes équipes et refaire un inventaire de ces données. Et puis enfin, faire les évolutions de la cartographie. Donc là, l'évolution de la cartographie a été faite cet été. Et maintenant, on va s'attaquer au gros morceau, c'est-à-dire la saisie des informations complémentaires dans notre cartographie qui va permettre derrière d'être parfaitement en conformité sur ce plan-là. Donc là, c'est un travail de concert complet entre les équipes data et les URBA pour pouvoir à la fois répondre à notre enjeu data sur la partie HDS et certification, et de l'autre côté, renseigner cette carto, l'enrichir et être en position de pouvoir l'alimenter et répondre. C'était aussi un rebond de ce qui avait été présenté à l'époque par Emeline Marcoux et Mathieu Cousineau. Donc voilà, on a réorienté notre stratégie Big Data pour servir uniquement l'usage d'analyse des données. Alors un usage au sens pilotage opérationnel via un outil décisionnel de type Power BI et un usage d'expérimentation statistique. L'outil analytique étant du Zeplem. On a aussi du SAS et un peu de R qui se connectent sur ces expérimentations statistiques. Globalement, ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Juliette se situe ici. On parle du data hub, donc c'est une base on est sur des technologies tout à fait standards qui sont certes scalables et qui exposent des API qu'on appelle ressources, des API santé, des API clients sur des données de référence et qui sont mises à jour au fil de l'eau au travers de ces API. Quelques gestions via batch, notamment depuis nos partenaires producteurs, sont toujours opérantes, mais qui se font de plus en plus rares. Et ensuite, ces API ressources, elles sont consommées au travers d'applicatifs. Donc c'est un modèle assez standard, mais qui nous a permis de délivrer à la fois le décommissionnement des référentiels Sibel et la mise en œuvre de ce projet RGPD autour du RGPD qui est le projet Accord. Mais globalement, vous avez là un petit peu nos technologies
les données, comment elles circulent. Vous voyez un petit plus qui est autour de Kafka. On a pour cible d'utiliser aujourd'hui une technologie de distribution de messages, donc de gestion de messages, de fil de messages avec Kafka. Donc une SI plutôt orientée à un événement. Donc c'est une cible technique pour dire voilà de tous nos systèmes de gestion de données de référence qui sont ici globalement par événement, c'est-à-dire par création, suppression ou modification, la donnée sera alimentée en temps réel à la fois vers notre écosystème de pilotage ou aussi vers notre écosystème de sources internes, tierces, pardon, particulièrement NP6 pour la gestion des campagnes et la segmentation marketing. Donc globalement, au niveau des enjeux d'harmonie mutuelle, donc que dessert un petit peu la donnée autour de l'écosystème de la donnée, c'est d'abord de faire de la donnée un moteur de transformation numérique. Et on utilise pour cela, ce que je disais tout à l'heure, la refonte du SI de relation client. Ça permet quand même une meilleure connaissance de nos données via une mise en œuvre de référentiels dédiés, une maîtrise technologique, et puis la conception au travers de modèles de données par ce qu'on appelle nos PO qui consultent les métiers, avec une meilleure implication IT métier en organisant ce qu'on appelle une gouvernance responsabilisant ces acteurs. C'est assez, si on doit faire un petit focus là-dessus, je pense que c'est le point principal. Hier, il n'y avait pas de modélisation de données avec un échange de modèles de données très conceptuel, je ne vous cache pas, ça reste du conceptuel, mais qui permet de dire de quoi on parle. Sous une GRC, c'était forcément un modèle de données assez standard et qui était plutôt lié à l'écran. C'était de l'expression de besoin par écran. Là, les métiers de l'IT se sont positionnés autour de la table pour designer, pour modéliser un modèle de données à intégrer dans le data hub. La donnée est aussi au cœur de la mise en œuvre de notre multimétier, de notre SI multimétier, de notre client multimétier, puisque le cycle de vie de la donnée, que ce soit une donnée contrat, une donnée personne, une donnée équipement, une donnée adresse, doit être cohérent et transversal à toutes les sources de données, que ce soit si vous avez un contrat épargne, un contrat prévoyance ou un contrat santé. Et enfin sur ces enjeux-là, évidemment, c'est assurer une conformité à la réglementation. Vous avez vu que ce soit la réglementation commune type RGPD, mais aussi la réglementation qui est liée au métier, donc au Solva 2, qui nous oblige à avoir une vraie réactivité par rapport à cette réglementation, et ce SI données permet de le faire. Et ça nous permet aussi, grâce au RGPD, d'introduire une transparence envers les personnes. Et c'est cette fameuse charte que vous a présentée, Juliette. Comme on l'a noté, nous, c'est un travail de concert quand même très régulier avec les équipes d'architecture pour pouvoir faire avancer tous ces sujets, à la fois la construction du data hub, la réappropriation des données de Cybelle et la reconstruction de nouveaux modèles dans le data hub, la nouvelle maîtrise que nous devons avoir. Il nous remonte en plus pas mal de sujets ou d'alertes concernant des échanges de données dans les applications qu'on ne serait pas en visu, dans nos axes d'amélioration, il faudrait qu'on se réintègre mieux dans les cycles projets pour pouvoir être plus en amont des sujets et peut-être mieux informés. Néanmoins, heureusement, nos équipes d'archi sont là pour veiller au grain et nous prévenir. Et puis, surtout, ils contribuent à structurer la donnée et en assistant les projets à leur modélisation, que ce soit donc côté architecture ou de mon côté aussi, ça m'arrive. Donc c'est pour nous, chez Harmonie, c'est vraiment un travail ensemble et au quotidien sur ces sujets-là pour pouvoir les mener à bien. Bien, merci à vous deux pour ce témoignage. Il y en a un qui veut prendre la main et qui a une ou deux questions. Donc là, vous avez parlé du consentement. Est-ce que vous avez eu les mêmes réflexions sur le droit à l'oubli? C'est-à-dire quelqu'un qui veut partir, qui veut supprimer toutes ces données du SI. Est-ce que vous avez des outils? Alors c'est une question qui a été instruite déjà au préalable. On n'a pas d'outillage automatisé pour faire ça à l'heure actuelle. On a des processus manuels pour le faire. Néanmoins, c'est un sujet qu'on va reprendre une fois le consentement mis en œuvre pour voir comment on peut l'améliorer, notamment aussi le sujet des durées de conservation et puis nous aussi qui, suivant l'usage qu'on fait de la donnée, n'est pas la même durée pour une même donnée elle-même. Donc voilà, c'est un autre vaste sujet, mais on a préféré identifier les clés. Donc voilà, donc c'est les sujets qui nous restent à instruire une fois le consentement et la partie est terminée. Une fois que la partie consentement est mise en œuvre,
Ce sera les sujets suivants qu'on va faire. Donc, quant au 2021, malheureusement, on a dû faire des priorités, mais il me semblait que pour l'utilisateur, les premiers étapes étaient ceux-là. Quels sont les acteurs data qui réalisent les modélisations? Alors, on essaye de faire une première étape de modélisation de données, conceptuelle en tout cas, par les équipes projet elles-mêmes, bien que ce soit un peu laborieux. Après, ça peut être, côté architecture de données, urbanisme de temps en temps ou, ça peut même venir jusqu'à moi de temps en temps. Voilà. Oui, je voulais poser comme question, là, vous traitez bien sûr des données de santé, des données personnelles, mais des données, je dirais, à caractère sensible, voire ultra sensible. Est-ce que vous avez intégré, ou comment avez-vous intégré dans vos conceptions et vos développements, puisque vous reprenez la main sur l'ensemble, je dirais, de la chaîne de production, les enjeux sur la pérennité? Parce que j'imagine qu'une bonne part de ces données doivent être gardées pendant, je dirais, des temps relativement longs, hein, pour faire face à je ne sais trop quelle procédure, etc., qui pourrait avoir lieu et porter sur des données de santé, hein, parce que certaines sont effectivement très très sensibles. Et comment avez-vous pris en compte ces aspects et comment est-ce que vous proposez de les maîtriser dans l'évolution de votre système d'information et évidemment dans la manière de gérer, de maîtriser les données et les traitements? Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les durées de conservation. On n'a pas encore refait complètement la passe sur ces éléments-là. En revanche, on travaille sur un référentiel de durée de conservation, car en effet, il y a des données qui sont à conserver plus ou moins longtemps. Comme j'expliquais, en fonction du contexte, certaines sont à conserver plus longtemps qu'à la normale. Par exemple, pour vous citer un exemple rapide, en cas de contentieux avec une personne, il faut qu'on garde plus longtemps ces données liées à son contrat, même si elle n'est plus dans la mutuelle, qu'au préalable. Donc, j'ai pas de réponse magique pour l'instant, mais c'est les prochains, éléments, pour 2021 à avancer. En tout cas, le 1er axe, c'est retravailler le référentiel de durée de conservation pour pouvoir aller voir chaque équipe pour, avancer sur le sujet. Alors notre back-end, lui, a déjà un peu avancé là-dessus. Tout notre référentiel de contrats, cotisations, et prestations, c'est en partie mis en conformité pour dans cet objectif-là, mais il nous reste encore la partie orientée client à instruire. Cartographie des données, des flux? Alors c'est une bonne question. On souhaite mettre alors, je vais pas vous faire de langue de bois. On souhaite mettre, plus de communication, entre ces différents acteurs au travers de comités si possible, très orientés data owner dans un premier temps, puis un second niveau entre data steward, et MDM. Pour pouvoir en effet suivre un peu les enjeux de chacun, les problématiques qu'on peut avoir entre, différentes, entités ou différentes applications, et avoir une meilleure vue là-dessus. C'est encore des sujets à mieux instruire parce que pour l'instant, c'est plus, c'est pas il y a pas un vrai process, un vrai comité, pour ça. Mais c'est un des objectifs. On va dresser, des possibilités et maintenant on va voir Mmh. si on les fait, comment on les met en place. Mais on D'accord. Et excusez-moi, Oui. une autre question. Ces acteurs, data owner, data steward, comment ils se situent dans l'organisation actuellement c'est quoi leur positionnement par rapport aux PO, aux PL, aux acteurs plus classiques projet? Bah, ça peut être, les mêmes personnes, hein, ça peut être, des PO, des PL. Pour un data steward, par exemple, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance fonctionnelle de l'application, par exemple, mais qui a un pied dans la technique, prononcé. Mmh. Donc, pour cette partie-là et pour le data owner, c'est beaucoup plus côté métier. Quelqu'un qui a une vraie expertise métier, de cette application-là et qui sera, garant, fonctionnellement de ce qu'elle représente et de ce qu'on va ensuite, en faire.